Bonjour à toutes et tous. C'était juste le temps que je retrouve le bouton pour réactiver mon micro. Alors je suis Alexandre Bossier, c'est marqué juste au-dessus de mon front. Là, je suis en train de me rendre compte de ça. Je suis enchanté d'être à nouveau avec vous ce matin. À nouveau peut-être, parce que peut-être que certains d'entre vous ont déjà pu participer à ces types d'échanges et d'événements avec nous. Et donc, je serai accompagné à nouveau aussi ce matin de Stéphanie de Chalvron, que je présenterai rapidement juste après. Mais je voulais signaler aussi qu'on sera tous les deux accompagnés d'Elsa, d'Alicia et d'Elisabeth, qui seront avec vous plutôt sur le chat, à animer le chat, à vous poser des questions, à vous inviter à poser des questions, puisque une fois n'est pas coutume ce matin, on ne s'est pas beaucoup préparé avec Stéphanie. Généralement, on prépare beaucoup exactement ce qu'on va dire, etc. Alors, elle rigole parce que c'est pas tout à fait vrai, mais bon, on s'est quand même pas beaucoup préparé parce qu'on avait vraiment envie aujourd'hui d'être dans une conversation, dans une discussion avec vous. Donc, on a certaines questions à vous poser. Vous verrez dans l'outil de webinaire, il y aura quelques petites questions de sondage qui vont en fait jalonner l'heure que l'on va passer ensemble. Voilà, on a choisi de faire ça parce qu'en fait, on avait envie de traiter assez légèrement et simplement un sujet particulièrement complexe autour de la transformation, du changement, de la capacité d'agir et en passant par la santé mentale. Voilà, donc on s'est dit, on va escalader la montagne de la complexité humaine dans le changement, l'évolution, la transformation, etc. Voilà, donc c'est ça la thématique de ce matin. On sait que c'est un sujet qui est très présent pour les entreprises dans leur propre organisation en leur sein, mais aussi vis-à-vis de leur rôle sociétal, comme on dit, donc c'est-à-dire vis-à-vis de leur rôle et de leur contribution à la transformation plus globale de notre économie, de notre modèle de société, etc., etc. Et donc, à la différence en complément d'excellents boulots que je vous recommande, qui a été fait par le Shift Project sur le plan de transformation de l'économie française, qui est un vrai plan de transformation magnifiquement construit, mais qui a la particularité, et je remercie Jean-Marc Jancovici pour ça, de se conclure sur une ouverture en disant, en fait, à côté du plan, s'il n'y a pas en fait un travail sur l'humain, et un travail sur sa capacité d'agir. Alors, il ne le dit pas exactement comme ça, mais c'est exactement ce qu'il veut dire. Je vous inviterai à lire sa conclusion. S'il n'y a pas un travail sur cette capacité d'agir, il n'y a pas un travail sur nos désirs, nos envies et vraiment notre capacité à nous engager dans ces évolutions et ces transformations, ben finalement, le plan tombera peut-être un petit peu à plat. Voilà, on sait aussi que c'est une réalité que vivent beaucoup d'entreprises, quelle que soit la nature de leur transformation. Et donc, c'est bien de ça dont on vous propose de discuter ensemble ce matin. C'est en fait comment on peut se saisir véritablement des enjeux humains liés au changement et aux transformations. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette capacité d'agir? Qu'est-ce que ça veut dire la développer? Comment on la mesure? Etc., etc. Voilà. Donc l'heure, enfin les 53 minutes maintenant vont être découpées en trois parties. Une première partie vraiment pour clarifier ces liens entre transformation, changement, capacité d'agir en passant par la santé mentale. Et vous verrez que toutes ces choses sont vraiment très liées entre elles. Et on va essayer de clarifier ces choses-là ensemble. Une deuxième partie qui sera sur ce modèle de la capacité d'agir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'on veut dire, nous, chez Humans Matter, quand on parle de capacité d'agir? Qu'est-ce qui détermine cette capacité d'agir? Voilà. Et une troisième partie sur la mesure et sur comment on peut mesurer cette capacité d'agir dans le but de pouvoir agir dessus et de la développer. Voilà, donc Stéphanie, bonjour Stéphanie, alors on s'est déjà parlé ce matin, donc je te redis bonjour quand même pour que tout le monde puisse te dire bonjour. Voilà. Donc Stéphanie, tu es donc docteur en psychologie cognitive, experte en mathématiques appliquées
aussi, et tu es donc senior data scientist, chief data scientist, on dit comme on veut, chez Humans Matter, et donc tu travailles sur ces modèles de mesure et de développement de la capacité d'agir. Je n'ai pas dit trop de bêtises. Jusqu'à maintenant, non. C'est parfait. Je m'en réserve quelques-unes. Donc, Alicia, est-ce que tu veux bien nous mettre la petite présentation à l'écran juste pour voilà, qu'on parte, voilà, donc la thématique du jour, bien sûr, bon, nous deux, voilà. Voilà, donc je faisais référence à cette conclusion de Jean-Marc Jancovici dans le plan de transformation de l'économie française. Et en fait, il dit une phrase dans cette transition qui résonne beaucoup avec notre point de départ chez Humans Matter par rapport à nos travaux et aux technologies et au parcours que l'on conçoit, notamment pour des entreprises. C'est vraiment cette insight, comme on dirait, qui est qu'on est dans une situation vis-à-vis du changement où de plus en plus de personnes veulent changer, mais ne se sentent pas nécessairement en capacité d'agir. Voilà, on est, de notre point de vue, on est sorti des formes de résistance au changement, disant mais non, mais en fait, je veux pas m'engager dans le changement, etc. Ce n'est plus une question de ne pas avoir la volonté d'eux, mais plutôt de ne pas nécessairement se sentir en capacité d'eux. Voilà. Et ça s'explique par des choses relatives à la santé mentale. Ça a aussi des conséquences sur la santé mentale, ça a des conséquences sur la capacité d'apprentissage, ça a des conséquences sur l'engagement, la motivation, ça a des conséquences sur la prise d'initiative. Donc, tout un tas de facteurs qui sont essentiels dans la réussite des transformations. Voilà, mais avant d'aller plus loin dans le fait de discuter ensemble de ces éléments, on voulait vous poser une première question. Et donc, Alicia, je te laisse lancer le premier petit sondage qui apparaît, si tout se passe bien, dans l'onglet sondage que vous voyez en bas à droite. Vous avez normalement l'onglet chat, questions et sondage. Donc, vous pouvez aller sur l'onglet sondage. Le sondage est dans l'onglet sondage, comme son nom l'indique. Et donc, vous avez une première question qui est quel lien, effectivement, au pluriel ou au singulier. On a hésité, donc on a mis les deux. Voilà. Quel lien faites-vous entre santé mentale des collaborateurs et transformation des entreprises? Et vous avez 3 possibilités. Donc, on vous laisse. Alors, attendez, il faut peut-être que je le lance, c'est ça? Alors, non, voilà, non, il faut juste que chacun vote et on regardera les résultats ensemble. Alors, donc il y a déjà 31, 32 votes, 33 votes. Voilà, je crois que vous pouvez voir. Est-ce que vous voyez tous les résultats ou est-ce que vous avez vu le petit bouton juste à côté de soumettre votre vote? Il y a un petit œil pour voir les résultats. Alors, on voit déjà, il y a déjà une tendance nette qui se dégage, hein, avec là sur les 34 votes que l'on a, 62%. Des personnes qui répondent à les liens entre santé mentale et transformation des entreprises. C'est chaque individu doit être en pleine possession de ses moyens pour changer. Et à 35%, la santé mentale est un processus de transformation continue. Et 3% qui disent aucun. Ben, Stéphanie, qu'est-ce que ça t'inspire? Écoute, ça m'inspire Bon, les réponses, elle est intéressante. Chaque individu doit être en pleine possession de ses moyens pour changer. Oui, ça, c'est une réponse totalement individuelle. Maintenant, si on rapporte ça à la question, qui est quel lien faites-vous entre santé mentale des collaborateurs et transformation des entreprises? Il faut bien comprendre qu'effectivement, la santé mentale, c'est un processus elle-même de transformation continue, au même titre que la transformation des entreprises. C'est pas quelque chose qui se passe dans l'instant. On ne décide pas de changer, puis hop, le lendemain, c'est bon, on a changé, ou l'entreprise a changé. Le monde a changé. Non, c'est donc bien un processus qui est totalement continu, perpétuel, c'est un mouvement perpétuel. Donc en fait, avec un certain nombre de variables, on va en parler après, qui vont en entraîner d'autres et par récurrence, les premières vont revenir et alimenter en fait un cercle, je dirais presque vertueux du changement. C'est-à-dire comment un individu et un groupe d'individus, parce que la santé mentale d'un individu, forcément, elle rejaillit sur celle des autres. Donc en entreprise, c'est bien des équipes,
c'est rarement des personnes toutes seules, c'est comment cette équipe va pouvoir travailler ensemble sa propre santé, la santé mentale de l'équipe, pour travailler celle de l'entreprise, pour amener du changement de manière progressive, mais surtout continue, c'est-à-dire être dans l'esprit du changement, sans que ce changement soit vécu par tout le monde comme une contrainte, ou comme quelque chose de particulièrement délétère. Donc le changement, ça se travaille individuellement, certes, mais surtout en équipe dans les entreprises. Donc les 34% sont peut-être plus réalistes par rapport à la question posée. Il n'en demeure pas moins que, évidemment, si on prend sur le plan individuel, les individus doivent être en pleine possession de leurs moyens pour changer. C'est assez évident. J'espère avoir répondu. Qu'est-ce qui fait quel est justement, est-ce qu'on peut continuer de creuser là, cette distinction, en tout cas complémentarité entre finalement une approche individuelle de la capacité d'agir et de la capacité d'évoluer, du changement, etc. Et l'approche, plus collective ou plus systémique ou plus plus collectif et organisationnel de la transformation. En fait, qu'est-ce qu'il y a d'autre à prendre en compte en fait? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à prendre en compte? Si on peut passer l'image sur le modèle, je peux expliquer 2-3 petites choses qui vont vous permettre de comprendre en quoi le processus il est à la fois individuel et collectif. Voilà. Donc, en fait, on part d'un certain nombre évidemment, de déterminants, c'est-à-dire des variables qui sont, intrinsèques à chaque personne. Alors, on peut parler de personnalité, on peut parler d'âge. Tu parlais tout à l'heure de motivation. Il y a 2 grands types de motivation. Il y a les motivations primaires. Donc, c'est celles qui animent un individu dès sa naissance. Puis après, les motivations, évidemment, effectives, but par but, objectif par objectif. Les motivations primaires, c'est plus ce qui nous anime fondamentalement, c'est-à-dire soit essayer de comprendre, ou les interactions avec les autres, ou le fait d'agir, de découvrir des tas de choses. Ça, c'est des motivations vraiment intrinsèques qu'on a dès l'enfance. Évidemment, dans une équipe, bien les motivations des uns des autres peuvent parfois être antinomiques ou au contraire se rassembler. L'idée, c'est toujours trouver un point de rassemblement. Bien, c'est différents déterminants. Il y a aussi l'expérience professionnelle, l'âge, enfin des tas de choses. C'est-à-dire, ce sont des déterminants, ce sont des choses qui ne bougent pas vraiment dans le temps. Qui bougent bien sûr, mais c'est pas du jour au lendemain. Tous ces déterminants vont avoir un effet sur une variable absolument essentielle, qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle. Ça, c'est un modèle qui a été créé par Monsieur Bandura, qui dit simplement que si on n'a pas de sentiment d'efficacité personnelle dans un domaine ou un autre, on n'agira pas. On va pas être poussé à l'action. Ce qui nous pousse à agir, c'est vraiment ce sentiment d'efficacité personnelle. C'est-à-dire, est-ce que je me sens capable de faire les choses? Alors, il y a un sentiment d'efficacité personnelle général. Est-ce que, en général, je me sens capable d'agir? Puis après, des sentiments d'efficacité personnelle dans un domaine ou un autre. Ça peut être, je peux très bien me sentir très efficace au tennis et pas du tout pour résoudre une équation mathématique. Ça ne veut pas dire que je me sens globalement pas sûre de moi, je n'ai pas confiance en moi ou je n'ai pas d'estime de moi. C'est vraiment 2 choses différentes, hein, l'estime de soi, la confiance en soi et le sentiment d'efficacité personnelle. Ce sentiment d'efficacité personnelle, il se partage, c'est-à-dire que en fait, pour le développer, c'est essentiellement ce qu'on appelle de la vicariance, c'est-à-dire la capacité à observer les autres, si possible nos pairs, faire et essayer de refaire la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui agit devant nous et qui fait quelque chose qui nous semblait impossible, et si cette personne nous ressemble, alors nous ressemble en termes d'âge, d'expérience, de diplôme, de tout ce que vous pouvez imaginer, si elle réussit, pourquoi pas nous? Donc en fait, il y a une espèce de passation de relais dans ce CEP, et il ne faut pas hésiter à partager nos expériences pour pouvoir aider les autres à améliorer leur CEP. Donc, dans une histoire de transformation des entreprises où effectivement les équipes doivent pouvoir être soudées par rapport à cette transformation pour pouvoir à la fois l'amener, la comprendre, j'irais presque l'introjecter, il est nécessaire que le CEP soit effectivement passé d'un individu à l'autre, partagé, vraiment. Oui, donc en fait, c'est quelque chose qui est
profondément contextuel et qui s'inscrit dans finalement l'environnement social dans lequel on évolue. Et là, en l'occurrence, l'environnement socio-professionnel. Donc, en fait, on est sur, si je comprends bien, on est sur des éléments qui sont voilà, fortement liés au contexte de transformation dans lequel est l'entreprise et qui sont des choses qui relèvent des individus, des personnes, mais qui sont également très fortement influencées ou voire déterminées par le contexte socio-professionnel dans lequel les individus évoluent. Absolument. Donc là, je parlais du CEP. Donc c'est un premier modèle que, évidemment, par rapport à ce que tu viens d'évoquer, on en a ajouté un autre, enfin peut-être mis de façon adjacente à Bandura, qui est le modèle transactionnel de Lazarus et Folkman. Alors ça veut dire quoi, transaction? Ça veut dire que en fait, on est en perpétuel ajustement par rapport à notre environnement. Notre environnement nous modifie, on modifie notre environnement. Et ça, c'est quelque chose qui existe partout, que ce soit donc au niveau professionnel, au niveau personnel, et on n'en a pas nécessairement conscience. Donc l'idée pour arriver à développer une agentivité, donc une capacité d'agir, c'est vraiment de pouvoir comprendre cette transaction-là. Alors attention, c'est bien de la transaction et pas de l'interaction. La différence entre les deux, c'est qu'une interaction, elle est éphémère dans le temps. Elle va pas forcément, par exemple, vous allez acheter du pain, vous dites bonjour à la boulangère, c'est une interaction, mais c'est une interaction brève qui va pas nécessairement vous modifier. Alors que la transaction, c'est quelque chose qui est plus long dans le temps, qui s'inscrit même dans le temps et qui vous modifie vraiment en profondeur et qui modifie les autres. Donc, le fait de comprendre ça, ça permet aussi justement de mieux, comment dirais-je, adapter les équipes, de permettre une meilleure adaptation des équipes à ce changement, que ce changement modifie les équipes, que les équipes puissent modifier le changement. Et donc, le but dans une transformation d'entreprise, c'est que cette transformation, elle soit acceptée, que cette transformation, elle amène quelque chose de nouveau et de meilleur. Sinon, c'est pas très intéressant. Et pour que ça se passe bien, il faut nécessairement que les individus aient conscience de cette transformation en eux et qu'ils aient également conscience que leur propre transformation va jouer sur la transformation de l'entreprise. S'ils se sentent, c'est souvent le cas, soit écartés, voire même exclus de cette transformation, s'ils la comprennent pas, ça va être effectivement, il y aura des mouvements de réactance qui peuvent être plus ou moins délétères à cette transformation. Si l'individu comprend que quoi qu'il arrive, il a un effet sur la transformation et que cette transformation a un effet sur lui, qu'il peut la maîtriser aussi, qu'il peut prendre le contrôle des choses, ça se passera nettement mieux. Est-ce qu'il n'y a pas une limite à ça qui serait en fait, de faire porter la responsabilité de la transformation d'une entreprise sur seulement les individus? Alors, si, bien sûr, il y a peut-être ce risque-là de dire que les individus vont être responsables de la réussite ou de l'échec de la transformation, ce qui est faux, puisque en fait, on peut parler aussi du contrôle, on va revenir juste après dessus, mais en fait, il y a aussi le projet en lui-même. C'est certain que si le projet de transformation est à la base mal construit ou construit sans tenir compte justement des individus, qu'il n'y a pas eu de co-construction à la base, de départ, bien les risques d'échec vont être un peu plus élevés. Mais s'il y a eu construction dès le démarrage, c'est-à-dire on va où, pourquoi, comment, avec qui, et qu'on réfléchit ensemble et qu'on se demande effectivement comment ce contrôle sur les choses, ce contrôle sur cette transformation peut s'exercer en commun, il y a moins de risques effectivement de faire retomber tout sur les individus. C'est les individus et le projet en lui-même. Mais le projet, il doit être co-construit si on veut que ça marche. Et donc tu le mentionnais, c'est notamment quelque chose que l'on va détecter ou pouvoir
visualiser, modéliser dans ce modèle sur les notions de contrôle perçu. Hein. C'est ça que tu il y a beaucoup oui, d'effets du contrôle perçu ici et du soutien social aussi. Hein. Et puis évidemment, du stress, de la façon dont on gère son stress. Mais ça, on y reviendra. Le contrôle, en fait, on parle de contrôle interne et de contrôle externe. Le contrôle interne, il est, en fait, c'est le lien qu'on fait entre ce qu'on prépare, ce qu'on fait et ce qui nous arrive. Et certains individus ne le font pas du tout. Donc, on parle ici de contrôle interne. C'est-à-dire, je me sens responsable d'eux. Alors évidemment, il ne doit pas être excessif parce que s'il y a échec, il y a beaucoup de culpabilisation, de choses comme ça négatives. Il doit être mitigé, enfin modéré en tous les cas avec d'autres éléments. Je vais y revenir après. Et le contrôle externe, ici, c'est plutôt de se dire, de toute façon, quoi que je fasse, j'ai pas d'effet sur les choses. C'est soit la chance, la malchance, Dieu, mon karma, les autres, en bien ou en mal. Hein. Ça peut être aussi les autres m'ont aidé, c'est pas moi. C'est grâce aux autres ou j'ai échoué. Bah oui, c'est la faute des autres et exclusivement de la faute des autres. J'ai loupé mon train. Le train, c'est la faute du train. Bah non, c'est la faute du fait qu'on soit parti un peu trop tard. Mais beaucoup d'individus ne font absolument pas les liens entre eux, ce qui leur arrive et ce qu'ils ont préalablement fait. En fait, il faut trouver un équilibre. Bien sûr qu'il y a le contrôle interne, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir une certaine prise sur les événements. C'est ce qui nous permet de nous rassurer, de nous dire je peux maîtriser les choses. Tout n'est pas immaîtrisable. Mais il faut tenir compte, surtout dans une équipe, qu'on n'est pas seul, on n'est pas des Robinson Crusoe. Et donc évidemment qu'il y a un peu de dépendance vis-à-vis d'autrui, en bien ou en mal, qu'il faut aller chercher cette forme de dépendance en bien, pour le coup. Et évidemment que parfois, l'aléatoire existe, on n'est pas toujours là au bon moment ou inversement. Donc cette histoire de contrôle externe vis-à-vis d'autrui, c'est-à-dire se dire les autres ont leur part de responsabilité dans ce qui se passe, c'est aussi aller la chercher de façon positive. C'est là où on parle de soutien social perçu. Le soutien social perçu s'exerce de deux manières. Il s'exerce de façon, en disponibilité, c'est-à-dire est-ce que j'ai l'impression que les gens autour de moi sont disponibles ou pas, et en qualité. Autrement dit, ok, je vois qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont là, mais est-ce que ce sont les bonnes personnes? Est-ce que ce sont les experts? Chose qu'on ne fait absolument jamais. Pourquoi? Parce que en fait, on va chercher le soutien qu'on a l'habitude d'aller chercher. Alors là, je parle par exemple à titre privé, il vous arrive quelque chose, automatiquement, vous allez en parler à votre meilleur ami, à votre conjoint, à vos parents, mais vous n'allez pas avoir le réflexe de vous dire mais qui autour de moi, enfin c'est pas le réflexe immédiat, c'est pas le réflexe premier en tous les cas, qui autour de moi peut m'aider dans cette situation-là, a les compétences pour m'aider. Or en entreprise, c'est la première question qu'on doit se poser et aller chercher cette compétence-là de manière à augmenter cette sensation de maîtrise de l'événement, maîtrise effectivement de la transformation. Alors justement, deuxième petit sondage, deuxième question pour vous qui nous écoutez, autour de cette problématique, cette question du soutien social. Donc la question, voilà, elle s'est affichée directement à l'écran. Voilà, comment qualifiez-vous le fait de se sentir soutenu? Et vous verrez, vous avez 3 possibilités. On vous laisse voter et puis on discute ensemble des résultats de vos votes. Voilà, on va vous laisser voter encore quelques temps, même si c'est assez net. Bon, personne n'aime les gens ici, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc merci. On est à 40 votes, c'est très bien. Donc voilà, donc on a 86% sur voilà savoir bien s'entourer, savoir bien solliciter et valoriser le soutien obtenu.
et 14% sur avoir la chance d'être au bon endroit au bon moment et avec les bons collègues, managers, dirigeants, le bon projet, le bon plan de transformation, etc. Voilà, donc en gros, la question, hein, c'est finalement le fait de se sentir soutenu, donc cette perception du soutien social. En gros, est-ce que ça relève des autres et de la chance d'être, de la chance d'avoir un bon entourage, ou est-ce que ça relève d'une forme de compétence qui est de savoir bien s'entourer, solliciter et valoriser le soutien obtenu. Voilà, donc qu'est-ce que tu penses de ça, Stéphanie, même si je crois que ça ne fait plus de doute. J'en pense, bon, évidemment, savoir bien s'entourer, aller chercher le soutien social, on en reparlera aussi, le valoriser, savoir dire merci, c'est important. Mais c'est dommage que personne n'ait coché aussi aimer les gens, parce que c'est quand même aussi une base, c'est assez essentiel. Et puis c'est très révélateur ce que vous venez de mettre en termes de vote. Je disais tout à l'heure que le contrôle interne, c'est le plus important de nos sociétés, mais il est survalorisé. C'est-à-dire que d'une certaine façon, dès la maternelle, on vous apprend, enfin on nous apprend, hein, je fais partie du lot aussi, qu'il faut être responsable de ses actes, qu'il faut réfléchir avec sa tête et pas avec ses tripes, etc., etc. Il y a beaucoup d'injonctions comme ça qui arrivent très jeunes dans l'enfance. Ce qui fait aussi que quand les événements se déroulent mal, les individus ont tendance à se dire bah, c'est de ma faute, je suis responsable. Alors oui, bien sûr qu'on a tous une part de responsabilité, mais pas que. Effectivement, avoir la chance ou la malchance d'être au bon endroit au bon moment avec les bons collègues, c'est possible, ça arrive. C'est pas une vue de l'esprit. Quant à aimer les gens, c'est dans le soutien social, c'est absolument presque vital. C'est-à-dire aller chercher du soutien social sur le plan, je dirais, purement cognitif ou purement apporteur d'informations ou de travail, sans avoir un minimum d'affectivité pour les gens avec qui on travaille, un minimum de se soucier aussi d'eux, d'empathie, tout simplement. Ça va poser problème. C'est-à-dire que vous avez quelque part coché l'autre, savoir bien s'entourer, c'était quoi? Avoir la chance d'être au bon endroit, voilà, avec les bons collègues. Oui. Vous voulez dire aussi, de notre côté, si on n'a pas la chance, on peut très bien être face à des managers un peu toxiques, donc sans affectivité, sans cette empathie, vous voyez bien que, parce qu'un manager toxique, forcément, l'empathie, c'est pas, il en déborde pas, hein, et vous voyez bien que ça pose problème. Donc quelque part, l'affection et l'empathie, elles sont quand même essentielles au fait d'aller chercher un soutien social, et c'est quelque chose qui se développe aussi. Hein, c'est l'écoute. Sans tomber, on n'est pas là pour faire de la psychologie non plus, hein, mais c'est savoir s'écouter les uns les autres, c'est essentiel dans le soutien. Alors, justement, parce qu'il y a un mot là qui est en bas de cette slide qu'on a, c'est incroyable, je me rends compte que depuis, on est à 9h32, ça fait 32 minutes et on l'a toujours pas prononcé. C'est quand même, je sais pas ce que tu en penses, Stéphanie, mais je pense que ça nous est pas arrivé souvent de discuter ensemble et au bout d'une demi-heure de toujours pas avoir prononcé le mot agentivité. Donc, c'est quoi en fait cette agentivité, et c'est quoi ce lien? Alors, on va rester sur le soutien social perçu. Pour le soutien des autres, c'est quoi ce lien entre le soutien social, l'agentivité, le sentiment d'efficacité personnelle dont on a parlé avant, et encore une fois, tout ça dans des contextes de transformation, voire parfois de bouleversement, dans lesquels on vit à peu près tous en fait. Bien, l'agentivité, en fait, c'est l'ensemble du modèle que vous voyez à l'écran. C'est un processus. C'est pas quelque chose, juste un concept où je développe juste l'agentivité. C'est impossible de développer l'agentivité seule. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, la capacité à agir, c'est effectivement agir, mais être capable de revenir sur les actes qu'on a fait, en apprendre quelque chose. La capacité à agir, c'est aussi le développement de comment dirais-je, de ses propres progrès et de la capacité à transmettre. C'est tout ça. Donc en fait, c'est vraiment un processus. Vous voyez bien, il y a une flèche qui part du sentiment d'efficacité personnelle vers l'agentivité. On a mis des mains tout simplement pour essayer de symboliser l'humain.
Donc c'est vraiment que des facteurs humains qui s'agglomèrent entre eux. On parlait tout à l'heure de transaction, c'est vraiment une transaction permanente. Donc le sentiment d'efficacité personnelle, bien sûr, c'est le moteur principal pour passer à l'action. Donc c'est pour ça qu'on a mis une flèche qui va directement du CEP, donc sentiment d'efficacité personnelle, vers l'agentivité. Mais vous voyez bien qu'il y a tout un tas de choses qui se passent au milieu. Donc on va, je vais commencer par parler des évaluations primaires et secondaires. Donc en fait, toute la journée, il vous arrive des choses dans l'entreprise, il vous arrive des choses chez vous. Et toute la journée, vous passez votre temps sans nécessairement en avoir vraiment conscience. Alors, je ne parle pas de la conscience freudienne, je parle plutôt du mode automatique de réflexion par rapport à un mode adaptatif. Donc, en fait, toute la journée, vous passez votre temps à évaluer les situations auxquelles vous faites face. Alors, vous les évaluez de deux façons. La première, c'est de dire, mais quel est l'enjeu de cette situation? Qu'est-ce que j'ai à y perdre? Est-ce qu'il y a une menace? Et la seconde, qu'est-ce que j'ai comme moyen à ma disposition pour répondre à la situation à laquelle je fais face actuellement, en positif ou en négatif, hein, peu importe. Et fonction de cette évaluation que vous faites de manière automatique, et l'idée, ce serait de passer plutôt en mode adaptatif. Vous allez ressentir un certain stress ou pas. Vous allez ressentir plus ou moins de contrôle par rapport à cette situation. Est-ce que la situation, je peux la maîtriser ou pas? Vous allez vous dire, j'ai plus ou moins de soutien social. Donc ça, c'est ce qu'on appelle globalement des médiateurs. Donc un médiateur, c'est quelque chose qui fait l'intermédiaire entre une première variable et une autre. Par exemple, là, c'est pour ça qu'on a mis des petites valves et vous voyez un petit mitigeur. Donc, l'eau chez vous, c'est-à-dire que si vous avez pas d'arrivée d'eau, pas de valve pour ouvrir l'eau, soit il n'y a pas d'eau, soit vous êtes inondé, au choix. Ce robinet-là, quelque part, va vous permettre d'avoir de l'eau ou pas de l'eau. Eh bien, le stress, le contrôle interne, le soutien social perçu vont jouer ce rôle-là d'ouverture ou de fermeture de la valve entre le CEP et l'agentivité. Si vous êtes très, très stressé, même si vous avez un sentiment d'efficacité personnelle élevé, ça va bloquer l'effet du CEP sur l'agentivité. Vous allez être presque pétrifié, plus pouvoir avancer, plus pouvoir agir. Et donc, une fois que vous avez ces médiateurs-là, vous allez commencer à vous dire, il faut quand même que je réagisse. Et fonction d'eux, vous allez réagir de trois façons différentes, trois grandes façons, hein, il y en a plein d'autres. Soit en étant centré sur le problème, autrement dit, je veux tout comprendre de la situation à laquelle je fais face, je veux en apprendre le maximum, je vais tout lire, tout apprendre, tout. Voilà. Soit c'est sur l'émotion. Alors le problème, c'est que en règle générale, quand c'est centré sur l'émotion, c'est plus juste les sortir ces émotions. Donc en général, c'est plutôt la colère qu'autre chose. Et puis la recherche de soutien social. Ici, c'est pas la perception du soutien social, c'est vraiment la recherche. Je vais chercher. Et ça agit, c'est ce qu'on appelle les stratégies de coping, comme des modérateurs. Donc, un petit peu comme le mitigeur que vous avez chez vous. C'est je mets plus ou moins de débit, de l'eau chaude, de l'eau froide. Ça va permettre de modérer l'effet des médiateurs sur l'agentivité. Donc, ces stratégies de coping, il n'y en a pas de bonnes, il n'y en a pas de mauvaises. Il y en a une qui est adaptée à la situation. Le hic, c'est que on a tous développé d'une façon ou d'une autre ce qu'on appelle un coping dispositionnel, c'est-à-dire une habitude de réaction par rapport aux situations. Et évidemment, comme pour le contrôle perçu, dans nos sociétés, ce qui est survalorisé, c'est le coping centré sur le problème. Il vaut mieux, on pense en tous les cas, qu'il vaut mieux réagir en se disant je vais essayer de comprendre le problème, de me poser. C'est valorisé aussi parce qu'il y a des histoires de stéréotypes derrière. C'est-à-dire qu'on pense que quelqu'un qui fait ça, c'est quelqu'un qui est modéré, quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui va apprendre, quelqu'un forcément aussi d'intelligent. Alors navré, mais savoir le coping centré sur l'émotion quand il est bien fait, c'est-à-dire quand on a appris à gérer ses émotions, est tout aussi efficace dans certaines situations. Et pareil, la recherche de soutien social, c'est aussi une preuve d'intelligence. C'est pas une honte. Aller chercher du soutien social, il y a plusieurs personnes, notamment dans certaines entreprises, qui ont, pareil, travaillé beaucoup sur l'intelligence collective, beaucoup sur le management horizontal, le fait que les gens soient totalement autonomes, qui vont prendre le contre-pied, c'est-à-dire je dois être autonome. Je dois me débrouiller tout seul. Donc finalement, aller chercher du soutien social, c'est pas bien, ça va être mal vu. Faux. Il faut le faire quand c'est nécessaire. C'est-à-dire, je répète, s'il n'y a pas de bon ou de mauvais coping, il y a un coping qui est ajusté à la situation et pas à nous-mêmes. C'est une transaction.
C'est voilà. Donc il Donc on peut faut. dire que ça relève, on peut dire que ça relève même de la compétence, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se développe, qui s'entraîne, qui s'apprend. Bien Euh, sûr, c'est absolument une vraie compétence. Ne serait-ce que de réfléchir dessus, on commence par là. il y a des premières questions. Je vais prendre déjà celle de Damien parce que je pense qu'elle est importante pour continuer à clarifier ce modèle en fait. Donc Damien pose la question de la différence entre l'agentivité et l'empowerment. Ah. Quelque part, l'empowerment, c'est le développement de l'agentivité. C'est tout ce qu'on va mettre en place comme ce qu'on est en train de faire là, d'une certaine manière, pour arriver à être agentif. Et que cette agentivité est un effet récursif sur le sentiment d'efficacité personnelle. Autrement dit, qu'on soit vraiment dans ce modèle-là. L'empowerment, c'est le développement de tout ça. C'est apprendre d'une certaine manière à être agentif, donc à être autonome, mais à être autonome avec les autres. C'est-à-dire avoir une agentivité intelligente, et pas la transformer parce que ça peut être le cas aussi. C'est-à-dire que dans certaines entreprises, on voit que l'agentivité est transformée en stratégie de coping. Autrement dit, elle a été vécue comme une injonction. Il faut être agentif. Donc, je fais du vent. Alors, je fais pas du vent pour montrer aux autres. Je fais du vent parce que ça calme mes angoisses de pas pouvoir l'être. Donc, c'est pas penser que les gens qui bougent beaucoup et qui font beaucoup de vent, puis au final, qui ne travaillent pas beaucoup, le font pour cacher des incompétences ou quoi que ce soit. Ils le font aussi, et souvent, parce que c'est une façon pour eux d'agir sur leur stress, d'agir sur le fait que mais je suis pas vraiment agentif, je le sais, j'en ai conscience, mais je sais pas comment faire pour être agentif. Et l'empowerment, c'est ça, c'est vraiment la capacité à développer l'ensemble, à développer l'ensemble de ce modèle-là. Ok. Peut-être je prends aussi la question de Rachel avant de pouvoir passer à notre dernier petit sondage. Donc Rachel pose la question de savoir si le processus de changement est réaliste, c'est-à-dire j'imagine que réaliste dans le sens est-ce qu'il peut être effectif, est-ce qu'il peut vraiment se dérouler lorsque les relations sont déjà gangrénées entre les collaborateurs ou si ceux-ci n'aiment pas leur entreprise. Peut-être je vais peut-être interpréter ce que veut dire n'aiment pas leur entreprise, mais peut-être si leur entreprise n'est pas en cohérence avec leurs valeurs, quoi. Enfin, on peut peut-être traduire ça comme ça. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il peut y avoir changement si, en fait, dans un contexte oui, de relations délétères? Le premier des changements ici, c'est peut-être d'abord d'essayer de comprendre pourquoi les relations sont gangrénées à ce niveau-là, pourquoi les personnes n'aiment pas leur entreprise. C'est peut-être le premier des changements. C'est-à-dire souvent, on va accuser effectivement les relations d'être gangrénées, d'être pourries, excusez-moi du terme. On va accuser des gens de ne pas aimer les entreprises sans se poser la question du pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous a amené à ça? Et peut-être essayer Alors, on a mis une méthode chez Human Matter au point pour justement essayer d'arriver à faire remonter toutes les informations de façon totalement ascendante. Et on a de grosses surprises grâce à cette méthode-là. Il n'y a pas de processus de changement, en tous les cas, qui peut intervenir sans s'être posé la question à la base de la possibilité de le faire par rapport aux éléments qu'on a à un instant T. C'est pareil dans l'agentivité, c'est la même chose, c'est-à-dire que, vous voyez bien, c'est un modèle, c'est à se poser la question du sentiment d'efficacité personnelle. Si les gens n'ont pas ce sentiment d'efficacité personnelle, c'est pas la peine de les pousser à l'agentivité. Ça servira à rien. La première des choses, c'est aller développer ce sentiment d'efficacité personnelle. C'est la même chose ici. C'est-à-dire se dire, je vais lancer un processus de changement sans me poser la question de avec qui je le fais et qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça fonctionne pas. Oui, c'est pas réaliste, effectivement, Rachel. Les effets sont. Je vois pas comment on peut y arriver dans ces conditions. Ok, merci beaucoup. Alicia, si tu veux bien lancer le troisième petit sondage pour tranquillement aller vers la dernière partie de cet échange ensemble. Voilà, ça arrive. Donc,
troisième question, donc, qui est sur la mesure. Hein, voilà, selon vous, peut-on mesurer ce que l'on pense et ce que l'on ressent? Et vous verrez les trois possibilités. Et encore une fois, le petit œil à côté de soumettre le vote. Ou alors, une fois que vous avez voté, peut-être vous voyez les résultats. Alors, donc pareil, on approche des 40 votes avec une tendance assez nette, puisque donc environ un peu plus de 2 tiers, quasiment 70% sur oui, et c'est justement grâce à ces mesures que l'on peut agir sur la capacité d'agir. Bon, ça va, je crois qu'on est rassuré, Stéphanie. Euh, non, cela reste purement subjectif. Et ben, peut-on mesurer ce qu'on pense ensemble? Bah oui, cela s'appelle des tests de personnalité. Alors je te propose peut-être de revenir sur cette dernière proposition, si tu veux bien, Stéphanie, et puis on enchaînera sur effectivement les méthodes et les outils et les modèles de mesure que l'on conçoit, que l'on construit et déploie chez Humans Matter. Mais voilà, de façon générale, qu'est-ce que ces résultats de vote inspirent? Je vais commencer par le bas, donc, enfin de bas à l'écran. Non, ce ne sont pas des tests de personnalité. La personnalité, elle se construit dès l'enfance, elle évolue dans l'adolescence et elle est figée en fin d'adolescence. On ne peut pas changer la personnalité. Par exemple, quelqu'un qui est timide, il restera timide. Il peut effectivement apprendre à prendre la parole en public, par exemple. Il va développer cette compétence-là. Ça va pas changer sa timidité. Quelqu'un qui est colérique peut apprendre à gérer ses émotions, mais il aura toujours une tendance à la colère. Quelqu'un qui est anxieux, pareil, qui a une tendance à l'anxiété. La personnalité, en fait, c'est un ensemble de traits, donc qui vont générer un profil, et on est tous plus ou moins ceci, plus ou moins cela, plus ou moins avoir une tendance à l'optimisme, une tendance à la timidité, effectivement. Donc, les tests de personnalité, c'est pas ça qu'on mesure ici, tout simplement parce que même si la personnalité, bien sûr, elle a toujours un effet sur les variables. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est justement voir comment on peut développer cette capacité d'agir avec des variables qui sont des compétences, donc qui se développent. Et non, ça reste pas purement subjectif. Là, je suis désolée, je vais faire un petit passage sur la psychométrie. En fait, on sait très très bien mesurer les émotions, on sait très très bien mesurer tout ce qui est de l'ordre du subjectif, c'est ce qu'on appelle le latent, et fort heureusement, même en médecine d'ailleurs, là je prends l'exemple de la dépression c'est subjectif a priori, parce que vous n'arrivez pas, il n'y a pas marqué dépression sur votre front. La dépression, c'est un ensemble d'indicateurs, un ensemble de symptômes qui vont permettre de guider vers un diagnostic. Ce diagnostic, on appelle ça dépression. Donc, ce n'est pas subjectif au sens où on ne peut pas le détecter. On peut le détecter par du latent, c'est-à-dire par l'analyse du latent, par l'analyse d'un certain nombre d'indicateurs, et donc par ce qu'on appelle ici des analyses factorielles, qui vont nous permettre de voir comment les pensées s'organisent, quels sont les grands indicateurs et comment ils se regroupent. Et ça nous permet également de voir après comment une variable va influer sur une autre. Par exemple, l'agentivité, c'est pas juste une question. Le sentiment d'efficacité, c'est pas non plus juste une question. C'est plein d'indicateurs qui, agglomérés les uns avec les autres, vont nous permettre d'aller dégager cette variable latente. Donc oui, c'est absolument pas subjectif. On mesure ça très très bien, et ça marche très bien. Alors, il y avait un commentaire quand même, je vois dans le chat de Claire-Marie, dit voilà, tout dépend de ce que l'on met dans le terme mesure. Voilà, est-ce que tu peux juste en 30 secondes préciser ça, et après on enchaînera là vraiment vers cette toute dernière partie pour montrer ces types de mesures, est-ce que ça nous permet, et la façon dont ça nous permet de concevoir en fait des parcours de développement de la capacité d'agir au sein des entreprises. Donc voilà, je te laisse 30 secondes juste pour préciser
ce qu'on entend par mesure. Il y a deux grands types de mesures. Il y a ce qu'on appelle les mesures objectives, prendre un mètre, une IRM, j'en sais rien, mais des choses, dans tous les cas, on a un résultat, il est effectif. Et puis, il y a la mesure du subjectif. Et c'est là où on rentre dans, effectivement, les histoires de psychométrie. Donc, c'est très mathématique derrière. Les mathématiques viennent en renfort de ça, parce qu'effectivement, le subjectif, c'est quelque chose de compliqué à mesurer. Mais mathématiquement, on y arrive très très bien. Donc, on peut le faire de différentes façons. Il y a plein de choses. Il y a les tests, il y a les questionnaires, il y a aussi l'observation. En tous les cas, il y a plein de moyens pour arriver à mesurer. Mais derrière, c'est que des maths, en fait. Voilà. Alors voilà, donc que des maths. Donc un petit exemple. Alors voilà, donc ça c'est les outils par exemple qu'on va utiliser. C'est juste pour vous montrer concrètement à quoi ça ressemble les outils que l'on utilise. Mais ça va être les outils qu'on va utiliser pour justement réaliser ces mesures par des formes de questionnaires, mais des questionnaires qui vont chercher le latent, comme disait Stéphanie, c'est-à-dire ce que l'on pense et ce que l'on ressent des situations que l'on vit, sans forcément savoir mettre les mots dessus, mais qui aussi sont des mesures qui ont une portée réflexive, c'est-à-dire que on permet à chaque individu utilisant ces outils de mesure d'avoir un retour immédiat sur ces mesures pour commencer à prendre conscience d'un certain nombre de facteurs et d'effets de ces facteurs sur sa propre capacité d'agir. Et quand justement on réunit l'ensemble de ces données collectées à l'échelle d'un collectif, donc que ce soit une entreprise dans son ensemble, un bout d'une entreprise, donc une équipe, un département, etc., on peut là effectivement faire parler les maths et voir à l'échelle d'un collectif. Et donc là, vous avez des analyses réalisées à partir de panels représentatifs des actifs français. Vous pouvez voir comment l'ensemble de ces variables de la capacité d'agir, donc je reviens juste là-dessus, donc quand on parle des variables de la capacité d'agir, c'est l'ensemble des bulles que vous voyez ici qui font le modèle complet, comment en fait elles s'organisent entre elles du point de vue des effets qu'elles ont les uns sur les autres. Là, Stéphanie, je te repasse la parole peut-être pour commenter rapidement ces résultats, sans forcément aller trop dans le détail, mais pour continuer de préciser de quelle manière on peut en fait venir mesurer ce qui constitue cette capacité d'agir et du coup détecter des leviers d'action, des leviers de développement de la capacité d'agir aux échelles individuelles et collectives. Bon, déjà, je reprécise, c'est un échantillon de 3000 individus, toutes professions confondues, voilà, des Français. Donc, on voit que le modèle s'organise correctement. C'est-à-dire, on voit bien que le CEP a une influence sur le soutien, une influence positive, va déclencher le fait qu'on ait une meilleure perception du soutien social en termes de disponibilité et en termes de qualité. On voit bien qu'il augmente aussi le fait qu'on va chercher ce soutien-là. Il augmente le contrôle interne. Mais ce qu'on voit également, c'est que le coping centré sur l'émotion, donc c'est-à-dire qui doit normalement temporiser, nous aider à temporiser nos émotions négatives, lui a un effet délétère sur le stress et sur l'agentivité. Ça veut dire une chose assez simple, c'est que beaucoup d'individus n'ont pas appris à gérer leurs émotions. J'aime pas tellement le terme de gérer. C'est pas en fait gérer ses émotions, c'est juste apprendre principalement à les reconnaître. Apprendre à en faire quelque chose. La gestion, c'est plutôt de se dire, celle-là, je la mets de côté, celle-là, j'essaye de m'asseoir dessus. Et quelque part, vous voyez, la colère, je parlais de la colère, on peut apprendre à la maîtriser, mais c'est pas ce qu'on apprend essentiellement, c'est il faut pas la montrer. Donc j'apprends à rester de marbre, alors qu'à l'intérieur, ça bouillonne. Et c'est nous que ça ronge. Donc, apprendre à faire quelque chose de ces émotions positives ou négatives, c'est ça, une vraie gestion des émotions. Et ce qu'on voit ici, c'est que, non, la plupart des individus ne savent pas faire ça et que concrètement, leur coping centré sur l'émotion vient diminuer leur agentivité, vient augmenter leur stress,
Et voilà ce qu'on voit ici. Et ça, c'est assez représentatif. Pourquoi? Parce que c'est des modèles qui ont été éprouvés depuis une bonne vingtaine d'années séparément, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études sur le CEP, beaucoup d'études sur ce modèle transactionnel, et elles vont toutes dans le même sens. Il y a des énormes méta-analyses sur le sujet. Et bien, chez les Français, ça se passe exactement de la même façon, donc c'est bon. On n'est pas différent des autres, c'est au moins ça qu'on voit. Et vous voyez, ben oui, on l'a appelé le modèle Bolt. Ça me dit que Clément, là, tu vas pouvoir expliquer, Alexandre. Oui, bah, vous avez peut-être reconnu une. Donc alors, juste au passage, c'est un pur hasard que les facteurs se soient organisés de ce type. Hein. On utilise des algorithmes de spatialisation, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, pour représenter ces graphes de réseau, donc de variables qui s'organisent entre elles. Et vous reconnaissez peut-être la figure d'Usain Bolt mettant un genou à terre et tendant son éclair, enfin son coup d'éclair vers le ciel, donc qui vise le contrôle en haut à droite. Bon, ça c'était juste pour le petit clin d'œil. Je ne sais pas si ça restera, mais en tout cas, on a eu la surprise en faisant tourner nos petits modèles d'avoir une figure humaine sortant de ces représentations abstraites. Voilà. Ce qu'on voit aussi, on voit très clairement là sur ces résultats aussi le lien avec le soutien social, hein, et la puissance du soutien social qu'on évoquait juste avant. C'est ce que vous voyez en fait en bas entre le CEP, donc qui est ce gros moteur de l'agentivité, un sentiment d'efficacité personnelle, et les deux jambes du Usain Bolt, hein, qui sont en fait la quantité de soutien social et la satisfaction envers ce soutien social. Et peut-être pour voilà arriver tranquillement vers la conclusion et peut-être laisser 2, 3, 4, 5 minutes, enfin voilà, les 5 minutes qui nous restera pour avoir peut-être à traiter une ou deux autres questions. Donc voilà, ce que l'on fait chez Humans Matter, c'est concevoir et mettre en place les outils qui permettent de réaliser ces mesures, qui sont donc vraiment les diagnostics de la capacité d'agir au sein d'une entreprise. Donc c'est vraiment le diagnostic de la réalité des compétences humaines pour mener à bien des transformations, et quelle que soit la nature des transformations. Et puis on va se servir aussi en fait de ces mesures et de ce que l'on voit dans ces mesures pour concevoir en fait des parcours de développement, donc des parcours de développement de cette capacité d'agir, dans le but de rendre des collectifs au sein des entreprises bien plus à même de réaliser les transformations dans lesquelles elles doivent s'engager. C'est-à-dire, encore une fois, pour reboucler sur ce qu'étaient les points d'introduction, de notre point de vue, on est en train de sortir d'un moment où finalement il fallait convaincre de la nécessité de changer, où il fallait faire prendre conscience que voilà, le monde changeait, il y avait des transformations dans tous les sens, donc il fallait que chacun s'engage dedans. Parce qu'on est en train d'arriver à un certain point de bascule de ce point de vue. La plupart des personnes savent que des changements doivent se produire. On le vit tous les jours. Là, il paraît que la vague de chaleur en ce moment va durer, je crois, bien 15 jours. Donc voilà, on le vit tous les jours. Et donc la question est vraiment de comment on s'aide nous-mêmes en tant qu'être humain à être en capacité de faire face à ces transformations, à être en capacité d'agir. C'est exactement le sens des parcours que l'on conçoit et que l'on déploie au sein des entreprises. Voilà. Donc, je ne rentre pas dans les détails de ces schémas-là. C'est des choses d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur nos sites internet, etc. Et je le précise, puisqu'il y avait une question de Raphaël sur les conseils de lecture sur la mesure de la capacité d'agir. Bah oui, des choses que l'on écrit, que l'on écrit nous, c'est-à-dire qu'on fait ce travail aussi de traduction d'un certain nombre de travaux de recherche. On a nos propres travaux de recherche. Hein. On vient de soumettre des articles à publication là très récemment. Donc on vous tiendra au courant de ça. Mais on fait aussi ce travail de design, c'est-à-dire jusqu'à des conceptions d'expériences à vivre pour les personnes, pour être dans ce développement de leur capacité d'agir.
Alors, j'ai entendu beaucoup de petits bip bip, donc c'est certainement des choses sur le chat. Juste aller regarder. Si il y a des choses à prendre, Stéphanie, je te laisse la parole. Une question d'Hubert, et merci beaucoup Hubert pour cette question-là, parce que oui, c'est essentiel dans la mesure, bien sûr que c'est pas statique, déjà le changement c'est pas statique, la transformation dans une entreprise c'est encore moins statique, et les individus sont pas statiques. Donc ce qu'on mesure, évidemment, qu'on ne le mesure pas à un instant T, ça n'a pas tellement d'intérêt, si ce n'est juste à vérifier que le modèle fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est de mesurer ça dans le temps. Donc en fait, on essaye de dégager ce qu'on appelle les trajectoires développementales de l'agentivité, autrement dit, des patterns de développement. Comment les individus, des grands patterns, alors 5, 6, 7, 8, on ne sait pas encore, on est en cours de nos études, il faut un minimum de 5 temps de mesure, enfin 4-5 temps de mesure pour arriver à être sûr de nos résultats, c'est-à-dire être sûr de savoir quels sont les grands modèles, les grandes façons de se développer par rapport à l'agentivité, de façon aussi pouvoir intervenir à un moment nécessaires, parce que ces trajectoires sont très prédictives. C'est des modèles assez puissants au niveau mathématique, de façon à savoir à quel moment on doit intervenir par rapport à quelle personne ou quelle équipe avant qu'il soit trop tard. Donc ça va donner beaucoup d'indicateurs de ce côté-là. C'est sûr que le changement, c'est pas une mesure figée, hein. Ça c'est certain. Donc merci pour la question. Exactement. Alors, question, voilà, je vais prendre la dernière, parce qu'il est 10h pile et on va se quitter juste après. Question pratico-pratique, comment fait-on pour participer à une fresque du facteur humain à l'autre bout de la Terre, puis en animer son environnement? Donc ça, vous trouverez une réponse à ça si vous suivez sur LinkedIn. Peut-être que Elsa ou Alicia peuvent vous mettre le lien. La page LinkedIn de l'association Le Facteur Humain. Dont on est partenaire, enfin qu'on a participé à créer, et qui gère effectivement les plannings d'animation de fresques et de formation à l'animation de fresques. Voilà. Donc Claire-Marie, je vous invite à aller regarder ça sur LinkedIn, vous verrez. Et puis, il ne reste plus, je pense, que vous remercier toutes et tous. Voilà, j'espère que alors attendez, non, justement pour s'inscrire, il faut avoir participé. Pour participer, il faut s'inscrire. Oui, pour participer à une formation, c'est-à-dire qu'effectivement, pour pouvoir devenir animateur, il faut d'abord avoir fait une fresque. Mais ça, je vous laisse regarder les détails de ça, voire poser des questions à l'équipe qui gère. Vous verrez, ils vous répondront très vite. Voilà, je vous remercie à toutes et tous. Voilà, j'espère que on a su partager avec vous un certain nombre de sujets qui nous animent très fortement chez Humans Matter, et qui, j'espère, vous ouvrent un certain nombre de perspectives. Autant qu'à nous, ça nous donne des idées. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère qu'elle est ensoleillée pour vous toutes et tous. Et puis, à bientôt. Bonne journée. Merci.